Alors, il est 15h30, on va pouvoir démarrer la prochaine conférence de votre rendez-vous RH présentée par Lucas. Et cette question, surtout, comment raviver les braises dans le management? Avec moi, donc, Alexandre Rimbaud, qui est Head of Talent Management Product chez Lucas, et Samuel Durand, auteur des documentaires Work in Progress et conférencier sur le futur du travail. Messieurs, je vous laisse la place. Je vous rappelle tout de même qu'il y a 5 minutes à peu près à la fin pour des questions-réponses. Donc voilà, vous pourrez poser vos questions évidemment à la fin de cette conférence. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, là, ok, on est en pleine digestion. Il y a un peu de bruit. On est dans les pires conditions pour faire une conférence. Donc, je ne vais pas vous faire le truc. Est-ce que ça va Pointe-à-Pitre? Ouais, on va dire. Comment ça va sur une échelle de 1 à 5? 1, j'ai envie de me pendre, et donc attendez la fin de cette conférence. Ou 5, ça va super, ok? On va tous montrer la main quand on commence. À 1, 2, 3, à 3, vous me dites comment ça va? 1, ça va pas. 5, ça va super. On est prêt? 1, 2, 3, comment ça va? Ok. Super. Bonjour, on est hyper content d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis Alexandre Rimbaud, je suis responsable des produits de gestion des talents chez Lucas. Et j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années avec Samuel, qui est explorateur du futur du travail ou du travail. Bonjour Samuel. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Très content d'être avec vous. Je sors d'une semaine intensive de montage. Moi, ça fait 6 ans que j'explore cette thématique de transformation du travail avec des documentaires. Et chaque année, on a un angle spécifique. On a creusé le rapport au temps de travail, les leviers de motivation, l'impact de l'IA sur le travail. Et cette année, on s'est penché sur le sujet du management. Et là, on sort d'une grosse semaine où on a construit la structure. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, ça serait chouette de vous partager quelques extraits un peu clés du documentaire, les commenter ensemble avant la sortie qui aura lieu ce printemps. C'est un documentaire où on s'est dit que le management n'attirait plus. On s'est dit que le plus grand monde avait envie d'être manager, que c'est une fonction qui attirait moins qu'avant. Et on s'est demandé pourquoi. Et on s'est demandé surtout comment est-ce qu'on faisait pour raviver les flammes du management. Parmi toutes les bonnes pratiques, les innovations managériales qui existent, quelles sont celles qui engagent réellement les collaborateurs? Et est-ce qu'il y a un management qui fonctionne mieux qu'un autre pour déployer l'entreprise imprenante? Donc tout un programme, on ne verra que 3 petits extraits, mais on a quand même de quoi vous commenter tout ça avant la sortie. Donc, vous l'avez compris, Samuel va vous montrer en exclusivité des extraits. Donc, il va vous montrer ce que fait la Champions League. Et là, normalement, ce sera le moment où vous direz OK, et comment je fais moi quand je rentre au bureau? Et ça, ce sera ma partie. D'accord? Où je vous expliquerai des conseils actionnables. Et donc là, Sam, il vient de dire le management n'attire plus. Mais pourquoi le management n'attire plus? Ça, c'est la suite de notre introduction. Il n'attire plus parce que, en fait, il est mal pratiqué. Ça fait 50 ans qu'on pense que le management, c'est commander et contrôler. D'accord? Et donc, pourquoi il est mal pratiqué? Parce que on pense que le management, c'est pas un métier, on pense que c'est un statut. Donc, on a mal valorisé le job de manager. Et donc, on a des managers qui sont pas faits pour ça et qui le font mal ou qui stressent parce qu'ils savent pas comment faire. Et on a des gens qui subissent un mauvais management. Et personnellement, je pense qu'on a une génération d'enfants qui a vu ses parents souffrir de ça au travail. Donc, le management, il est mal aimé. Une fois qu'on soit fan ou non de Jim Carrey, quand on dresse ce constat, on est quand même en train de se dire « ça craint, non ?» J'ai entendu des rires, ça fait très plaisir. Si vous avez envie de rigoler, n'hésitez pas. Il y aura des blagues, pas toujours drôles, surtout de mon côté, au cours de cette présentation. Mais bonne nouvelle, les 20 prochaines minutes, elles vont être dédiées à vous montrer ce que font les pionniers. C'est ce que Sam va nous montrer. Et sur comment on peut réenchanter la pratique du management. On va vous parler de comment on fait confiance. On va vous parler de comment on sacralise le rôle de manager. Et on va vous parler de comment on peut repartir de la base, repartir du terrain pour propulser et guider son équipe. Est-ce que vous êtes d'accord pour partir faire ce voyage avec nous? Oui, Alex, envoie la vidéo, Alex. Il n'y a aucune ambiance, il n'y a aucune ambiance. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir faire ce voyage avec nous? Ah voilà, super. C'est ça. Là, il y a du 5 sur 5. On regarde la première vidéo? L'ambiance est retombée directement. Allez, on part chez Clinitex. Et donc l'idée, c'est en méthode Montessori, par rapport, si on l'applique au management, c'est de faire émerger les appétences et les savoir-faire des collaborateurs par eux-mêmes. C'est pas un chef, un manager, un leader qui va dire « toi aujourd'hui tu me fais ci, ça ». C'est je crée les conditions de l'autonomie, je
clarifie la mission et ton utilité, ta contribution à la raison d'agir de l'entreprise. Et une fois que tu as ces paramètres, le comment, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire, tu te débrouilles. En fait, peu importe. Alors, parmi les pionniers qu'on a été voir, une des entreprises, c'est Clinitex. C'est une boîte qui est basée dans les Hauts-de-France. Clinitex, c'est 4000 employés qui font... c'est des agents de propreté. Ils font du nettoyage industriel majoritairement. Et ils ont ils appellent ça le management Montessori. C'est pas vraiment du Montessori, c'est juste que ça ressemble pas mal à des principes qu'on retrouve dans l'école Montessori. Le premier principe, un des mantras de Maria Montessori, c'est « Apprends-moi à faire seul ». On a interviewé Nicolas, qui est agent de propreté depuis 20 ans chez Clinitex, qui nous racontait que quand il est arrivé chez Clinitex, le premier jour, on lui a donné une monobrosse. Donc, c'est des grosses machines pour nettoyer des grandes surfaces. Et Nicolas a mis le monobrosse dans le mur le premier jour. Le deuxième jour, on lui a filé un aspirateur. Et je sais pas comment il a réussi à le faire, il a foutu le feu à l'aspirateur. Donc là, il s'est dit, chez Clinitex, c'est cuit, je vais devoir trouver un autre job. Et son manager, étonnamment, lui a dit, non, c'est le métier qui rentre, c'est pas grave, on va te montrer. Et on va prendre le temps de le faire. Ils ont cette croyance, que je trouve assez chouette, qui est de dire qu'on peut apprendre n'importe quoi à n'importe qui, tant qu'on laisse le temps à la personne et qu'elle a les bons guides autour d'elle. Donc, apprends-moi à faire seul, c'est un des principes de Maria Montessori. Le deuxième, c'est de se dire que la confiance, elle coûte beaucoup moins cher que le contrôle. Ça coûte plus cher de passer son temps à fliquer les gens que juste de leur faire confiance. Et donc, il y a ce principe de, quand vous avez fait un projet, on vous dit pas, voilà ce que tu as fait, c'est bien, c'est pas bien. On vous demande de faire une autocritique, une auto-évaluation. Et en miroir, vous allez vous rendre compte de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, avec un retour de pair qui peut exister, mais c'est pas une critique qui va être définitive, qui va être descendante. Et puis la transparence totale, le fait que tous les salaires soient connus, le fait qu'il y ait le plan de l'organisation, le business plan, que tout soit très très clair pour chacun, évite aussi beaucoup de quiproquos, qui fait qu'on avance en fait dans la même direction, plutôt que de se dire ah mais lui en fait il fait ça, puis en fait moi je pourrais avoir ça à ma place. Et en management, ça aide pas mal. Donc ça, c'est les trois principes. Il y a beaucoup plus de choses. N'essayez pas d'appliquer juste ces trois principes-là, ça fonctionnera pas. Il faut bien se dire que c'est 40 ans d'ajustement et de conversation pour en arriver à ce modèle. Mais j'ai trouvé fascinant parce qu'on est sur un métier qui généralement est considéré comme pénible. C'est 4000 agents de propreté. C'est 98% de taux de satisfaction. Ils sont hyper heureux. Et j'ai adoré, moi, chez eux, voir comment ce que le patron Edouard nous dit généralement en conférence, ça s'incarnait au quotidien dans ce que nous disaient les personnes qu'on allait voir sur le terrain avec les monobrosses, avec les aspirateurs. Et 20 ans après, Nicolas, il est toujours là et il a appris à d'autres personnes à se servir des monobrosses. Il ne fout plus le feu aux aspirateurs et il est ravi d'être là. Ça fait réfléchir. Et oui, je suppose que vous vous dites, si j'ai un de mes employés qui met le feu à un de ses instruments de travail, un de ses outils de travail, je ne sais pas si je réagirais pareil. Parce que Sam, il nous montre donc, voilà, la Champions League. Et donc là, moi, je vais essayer de vous donner quelques conseils actionnables pour prendre le chemin de Clinitex. Pas pour prendre le chemin de planter des monobrosses dans des murs, pour prendre le chemin de mieux déléguer. Parce que apprendre à faire seul, finalement, c'est la définition de la délégation. Hein, la délégation, je suppose que quand vous ne connaissez pas un mot, vous ouvrez un dictionnaire Larousse. Hein, vous n'allez pas du tout sur ChatGPT, je suppose. En tout cas, quand on ouvre le Larousse et qu'on regarde la délégation, la définition, c'est une autorité qui décide de donner à une autre autorité son pouvoir. D'accord ? Donc, je lui délègue ce que je fais normalement. Et c'est ça, apprendre à faire seul. Et donc, moi, ça fait 15 ans que je suis manager. Ça fait 7 ans que chez Lucas, je suis identifié comme expert du management. Alors, même encore, moi, ça me surprend. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que mon quotidien, c'est de parler à des managers qui viennent me voir avec des problèmes. Et très souvent, quand on remonte à la cause racine des problèmes de ces managers, eh ben, on comprend qu'ils ont un sujet avec la délégation. Donc, pour le prix de cette conférence, c'est-à-dire 0 €, c'est inclus. Je vais vous faire le condensé de mes 50 dernières conversations avec des managers en 3 conseils. Et avant, on va jouer un petit jeu. Pensez à une tâche que vous devez déléguer. Donc ça, c'est un jeu qu'on va sortir avec Sam d'ici 2 ans. On est en train de poser le brevet. Tout est faux. Mais c'est le bingo de la délégation. Pensez à une tâche que vous voulez déléguer. Est-ce que s'il y a au moins 2 de ces phrases qui vous sont passées par la tête, vous levez la main. Et les mains qui se lèvent extrêmement vite. Bravo. C'est normal. Ça résume tous les freins qu'on a avant de déléguer, qui sont souvent autour de « mon équipe a déjà trop de boulot ». Ils ne sont pas assez capables de le faire. Mon préféré étant, de toute façon, c'est moi qui vais tout refaire à la fin, donc autant que je le fasse directement.
Donc on les a tous eu dans la tête, ces freins. Et en fait, le premier point, c'est pourquoi on a ces phrases, c'est parce qu'on pense que le temps qu'on va investir à former les gens pour faire des tâches à notre place, il est gâché. Et donc normalement, la prise de conscience que vous devez avoir maintenant, c'est que déléguer, c'est coacher les gens de votre équipe. Bam! Là, c'était au cas où vous dormiez. À main levée, qui dort? Donc, premier point, déléguer, c'est coacher. Deuxième conseil, c'est qu'il faut commencer. Donc, coacher, c'est préparer au job d'après. Et donc, il faut commencer par un truc qui est contre-intuitif, qui est déléguer ce qui est facile pour vous. C'est pas déléguer les trucs chiants. Déléguer, Michel vient d'arriver, super, je vais lui donner tous les trucs pénibles de ma to-do. Non, il faut que vous transfériez votre expertise pour que ça vous libère du temps pour devenir meilleur à votre job. D'accord ? Et donc, ça, c'est un peu contre-intuitif, mais donc, commencez par ce qui est simple pour vous, parce que c'est ce que vous pourrez c'est là où vous serez le plus efficace à former. Et troisième conseil, c'est comment on fait concrètement. En fait, on essaie d'éviter les effets tunnels, et donc, on évite le côté, je pars 3 semaines, j'essaie de faire le truc le mieux possible pour mon boss, et quand je reviens, c'est bof. En fait, cadrer tout de suite le niveau d'exigence. Moi, si on vient me voir et qu'on dit « Alexandre, j'adorerais faire des conférences comme toi », moi, je dirais « Pas de problème, il faut une blague au début, il faut du fond. Mais donc, reviens me voir dans 1 semaine avec ton brouillon. Comme ça, on va se mettre d'accord si tu es en train d'atteindre ce niveau de qualité. Et après, ça implique qu'on fasse confiance tout du long et qu'on fasse du feedback pour être sûr que la personne, elle respecte ce cadre. Est-ce que ça va là-dessus? Trop bien. Alors, on peut passer au 2e chapitre sur la fonction de manager. On en voit. Ça fait 15 ans que tout le monde dit « mais c'est n'importe quoi, Emmanuel, on ne peut pas payer des gens pour ne faire que manager ». Eh bien, je crois qu'on va y aller. Je crois qu'on va y arriver à un moment donné, qu'on aura une profession noble, manager, avec des gens qui ont choisi de manager, qui sont formés au management, qui sont évalués sur leur capacité à cultiver l'engagement au royaume des individualismes et des individualités et de la reconnaissance des singularités et de l'estime et de la non-dignité par le travail. Mais en fait, c'est un job full-time. Alors, elle est beaucoup d'énergie dans le documentaire, vous verrez, Emmanuel. En allant voir différents pionniers, on s'est dit, en fait, ok, si on suit un peu les préceptes d'Edouard Pic sur Clinitex et d'autres boîtes, on va tellement tirer le fil de l'autonomie qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il y a encore besoin d'un manager quand on a tellement d'autonomie que tout le monde arrive à gérer son truc? Et là, on a rencontré Emmanuel qui nous a dit, bah oui, en fait, le problème, c'est que le management, c'est le ciment de l'organisation. On s'est désintéressé de cette fonction-là. On a transformé toute l'organisation, mais pas réellement les managers. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, au contraire, c'est sacraliser ce rôle du manager et se dire qu'il faut le clarifier. Il faut commencer par assumer le fait que l'organisation va avoir différentes personnalités et va tracer des lignes rouges qui vont pas être les mêmes. Et que certaines boîtes vont dire, ça, c'est de l'ordre du privé, c'est de l'ordre de l'intime. C'est pas au manager d'avoir une conversation sur la parentalité, sur l'endométriose, sur un autre sujet. Et d'autres boîtes qui vont dire, si, ça en prend. Ça, c'est le rôle du manager. Ces managers sont formés. La ligne rouge, elle est très claire. Et dès lors qu'on commence à mettre un cadre dans l'action du manager, tout de suite, il est beaucoup plus libéré et il sait ce qu'il va faire. Manager est un métier à temps plein, tu vas nous le dire avec l'expérience chez Lucas qui est formidable, mais effectivement, manager, c'est pas juste un truc qu'on fait quand ça fait 10 ans qu'on est dans une boîte et qu'on sait plus trop par quelle voie aller. C'est un vrai métier sur lequel il y a des compétences qui sont attendues, qui peuvent être évaluées, sur lesquelles on peut se former. Spoiler, ça s'apprend pas en école de management, ça s'apprend pas non plus avec 1 heure de masterclass, il en faut un petit peu plus, ça s'éprouve sur le terrain, c'est difficile. Et donc ce que nous dit Emmanuel, c'est qu'effectivement c'est un métier à temps plein. Alors après il y a eu ce débat de est-ce que du coup si c'est un métier à temps plein, on peut manager des gens dont on ne maîtrise pas le métier, ou est-ce qu'il faut forcément être passé par ce métier-là pour arriver à manager? Là il y a un débat dans le documentaire, tout le monde n'est pas d'accord, vous verrez ça. Et surtout ce que nous dit Emmanuel, c'est que parmi toute la solution qu'on a été voir, toutes les bonnes pratiques, en fait, il n'y a pas de solution sur étagère qui fonctionne. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais prendre l'entreprise libérée, je vais prendre le servant leadership, je vais prendre tel fonctionnement, je vais les copier-coller chez moi. Ça ne marche pas. Les concepts sur étagère ne fonctionnent pas parce qu'à chaque fois, ce qu'on oublie, c'est que derrière, il y a des heures, des années d'ajustement, des petites contraintes qu'on va venir lever au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne dans un contexte très précis. La seule chose qui pourrait peut-être fonctionner partout, c'est la notion de subsidiarité. On en parlera juste après. On a un exemple avec Michelin pour nous raconter tout ça. Mais Alex, raconte-nous ce que vous faites chez Lucas parce que vous êtes en plein dans le fait que management, c'est un vrai métier reconnu. Exactement. Parce qu'on pense que manager, c'est un vrai métier. Donc, c'est pas un statut. Souvent, on promeut
les gens qui sont forts dans les équipes pour qu'ils deviennent chefs. Donc le réflexe, c'est de dire la meilleure commerciale, elle devient directrice commerciale. Le meilleur développeur, il devient lead dev. Et ça, c'est la définition typique d'une FBI, une fausse bonne idée. Parce qu'en général, on perd le meilleur élément et on gagne un mauvais manager. Donc tout le monde n'est pas fait pour manager. Je l'ai dit il y a 2 slides, c'est exactement la même. Vous suivez ou quoi? Cette blague a fonctionné, je suis hyper content. C'est la première fois qu'on montre les extraits, c'est la première fois qu'on fait les blagues, hein, donc ça fait plaisir. Donc ce qu'on a fait chez Lucas, c'est qu'on a créé 2 parcours de carrière, le parcours manager et le parcours d'expert. Comme ça, on peut promouvoir, mais avec de l'expertise métier. Et donc, le meilleur dev front, il devient expert dev front. Et il fait des conférences dans le au DevFest, par exemple, pour parler de sujets très avancés. Il y a des coachs, il peut y avoir des coachs de sales, des coachs techniques à la SNCF pour la maintenance des TGV. Voilà, tout ça, ça existe. Et de l'autre côté, il y a un track, un parcours de carrière manager. Ça, c'est un vrai document de chez Lucas. C'est comment on a modélisé la carrière d'un designer. Et donc, vous pouvez voir que c'est plus difficile d'être expert que manager. Alors là, vous allez me poser la question, mais comment on fait pour détecter les experts? Parce que maintenant que je promeus de 2 manières, comment je choisis si j'oriente quelqu'un vers manager ou expert? Alors déjà, il faut demander aux personnes à ce qui les intéresse dans les entretiens. Et aussi, les experts, c'est des vrais passionnés du sujet. Ils se documentent, ils font des projets perso chez eux. Nous, les devs, ils ont un canal de discussion sur le bricolage tech où ils fabriquent des serveurs chez eux. C'est pas caricatural, c'est en fait les experts, ils sont experts même à la maison. De la même manière, les managers, alors là, c'est le moment où quand je faisais la répétition, on me disait que ça frustre un peu. Je suis désolé, mais je vais pas passer de temps sur comment on les détecte, mais vous pouvez prendre la slide en photo. Je vais passer un peu de temps sur comment on les outille, parce que c'est un vrai métier. Et donc, un modèle qui marche très bien, c'est les 5 axes du manager. Ça décrit très bien ce que ça doit faire un manager. Ça doit faire quoi un manager? Ça doit donner de la vision. Ça doit emmener son équipe vers cette vision. Donc, c'est piloter l'exécution en gérant l'énergie de son équipe, en la développant pour qu'elle devienne meilleure à son métier ou qu'elle prépare le job d'après, et en étant garant des fondamentaux. Donc ça, c'est un modèle qui est utile pour former vos managers. Et en parlant de managers, on va parler de Michelin et d'une histoire d'amour. D'une histoire pleine d'émotions. Ça va être vraiment la séquence émotion du documentaire. On a rencontré plusieurs personnes de chez Michelin, mais ce qui va ressortir dans le film, c'est surtout 2 personnes retraitées de chez Michelin. L'histoire, d'abord, d'un ouvrier qui a fait 43 ans sur les lignes de production de Michelin, Jean-Michel Frixon, qui, à la fin de sa carrière, témoigne et raconte le pire du management qu'il a vécu, les trucs horribles, et le meilleur qu'il a vécu pour raconter l'impact qu'un manager peut avoir sur son équipe. Et puis, on a rencontré aussi Jean-Christophe Guérin. Je crois qu'il faut s'appeler Jean quelque chose pour travailler chez Michelin. Et Jean-Christophe Guérin était membre du COMEX quand le livre de Jean-Michel sort. Et lui s'est dit, en fait, plutôt que de juste essayer d'enterrer un bouquin qui dit des trucs pas très sympas sur Michelin, on va essayer de s'intéresser au bonhomme et de se demander qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qui est génial. Et on va, même plus que ça, lui proposer de passer dans toutes les usines pour aller parler à tous les managers pour raconter ce qu'il a vécu. On a un petit extrait de Jean-Christophe. Et on en parle après. Moi, je pense que, encore une fois, le défi du manager, c'est cette performance globale. Performance vue du client, performance vue de l'entreprise et performance vue des employés au sens satisfaction à venir au travail. Et j'aime bien résumer qu'est-ce qu'on attend d'un bon chef par une phrase que je trouve absolument remarquable, qui a été écrite dans une usine Michelin par des ouvriers. Ils ont écrit qu'est-ce qu'ils attendent du chef. Et ils ont écrit que le chef s'occupe de nous, on s'occupe du reste. Alors, donc c'est les 2 bonhommes dont je vous parlais, qui sont absolument géniaux. Ce que je trouve intéressant, c'est que Jean-Christophe Guérin, lui, après, il vient nous parler des systèmes. En gros, ce qu'il nous dit, c'est quand on veut avoir des bons managers, évidemment, il faut que le top leadership, ce soit des rôle modèles. Il faut que ce soit des gens qui sont exemplaires, qui incarnent ce management. Sauf que ça suffit pas quand tu es un grand groupe, mais je pense que ça marche dès lors qu'on commence à être 20 ou 30. Avoir quelqu'un qui se comporte bien au-dessus de nous, ça va marcher pour une majorité de personnes, mais ça n'empêche pas des comportements déviants. Ce qu'il faut au bout d'un moment, quand on est une boîte mondiale comme Michelin, c'est avoir des systèmes qui font qu'on a des attendus dans les comportements qui reviennent de façon systématique. Ils ont mis en place comme ça un truc assez bête, assez simple, mais qui fonctionne très bien. C'est un système de carte rouge et de carte verte. C'est qu'au quotidien, vous allez présenter à votre manager soit une carte verte pour un problème
que vous avez identifié que l'équipe peut régler elle-même, soit une carte rouge sur laquelle vous avez un problème que vous ne pouvez pas régler vous-même et dont le manager doit prendre la responsabilité de le traiter. Le manager va lui-même prendre cette carte rouge et la faire remonter jusqu'au niveau où le problème peut être traité. Ça, c'est un système qui fonctionne assez bien, assez basique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai signal d'information pour le manager. C'est-à-dire que le manager, s'il se retrouve qu'avec des cartes rouges, ça veut dire peut-être que son équipe, elle n'a pas les moyens pour traiter les problèmes elle-même. Donc peut-être qu'il va falloir la former, élargir son champ d'action, voir avec eux comment est-ce qu'on pouvait les aider pour que demain, les cartes rouges soient des cartes vertes. Au contraire, il a surtout pas intérêt à mettre son nez dans les cartes vertes, ça voudrait dire qu'il ferait du micromanagement. Et c'est un bon signal, c'est un truc tout bête, tout simple, mais c'est vraiment le principe de subsidiarité incarné dans un système dont on parlait tout à l'heure. Et ils ont un autre système qui est en place que je trouve intéressant, c'est ce qu'ils appellent les idées de progrès. Ça fait plus de 100 ans que ça existe. C'est pour faire remonter l'innovation, c'est de se dire qu'il y a des petites box, des petites boîtes aux lettres qui sont réellement utilisées chez Michelin, un peu partout, où n'importe qui peut soumettre une idée de progrès, une idée d'amélioration, soit sur un produit, soit sur un fonctionnement, sur l'ergonomie d'un poste, sur n'importe quoi. Un comité va être chargé d'évaluer cette idée, et cette idée, si jamais elle est mise en place, la personne sera récompensée à hauteur des gains qui peuvent exister. Ça, c'est le genre de système qu'on met en place pour systématiser des comportements qu'on a envie d'avoir, et quand on ne veut pas uniquement se reposer sur le fait de dire, voilà, on fait comme ça, essayez de faire comme ça. Non, il y a un vrai système, et on avance de cette façon-là. C'est ce qui fait que ça plaît bien chez Michelin. Donc là, vous vous dites, encore une fois, oh, ok, je vais rentrer au bureau, je vais mettre en place les boîtes aux lettres, je vais mettre en place les cartes vertes et les cartes rouges, mais vous n'avez pas bien écouté Emmanuel Duez qui nous disait que les solutions sur étagère, ça ne marche pas. Donc, il faut réfléchir à ce qui peut s'appliquer dans votre contexte. On l'a dit tout à l'heure, en fait, manager, c'est un mix de 3 choses. C'est un mix d'expérience. Donc ça, vous ne pouvez pas donner une pilule à vos managers pour qu'ils en acquièrent. En revanche, vous pouvez les former. C'est un mix de théorie, donc on a vu les 5 axes du manager, et c'est un mix de bon sens. On a parlé dans l'introduction que le modèle avant, c'était commander et contrôler. C'est mettre les gens sous cloche et mettre un cadre pour que surtout, ils n'en sortent pas. Les dessins sont de moi. En revanche, en Lean, donc LEAN, le modèle, c'est plutôt propulser et guider. On retourne la cloche et on propulse son équipe pour les guider sur ce que c'est bien faire le métier. Et donc on passe d'une posture de contre-maître où on va persécuter son équipe à faire la bonne exécution d'un geste technique à un guide qui aide à résoudre les problèmes qu'on voit sur le terrain. En Lean, on dit le Gamba Walk. Gamba, ça veut dire là où on produit de la valeur. Et donc les managers, c'est essentiel qu'ils aillent sur le terrain pour changer de posture. Là, on parle de changer de posture managériale. Je vais vous raconter une petite anecdote pour terminer, puisque j'adore parler de moi. Et en quoi j'ai commencé ma carrière à 27 ans chez Eurostar, donc les trains qui vont sous la Manche, et j'ai été catapulté à 27 ans, directeur adjoint de la gare du Nord. Donc avec cette gueule de petit con qui sort d'école de commerce, et donc avec un maxi syndrome de l'imposteur, puisque je devais manager donc 120 personnes qui étaient toutes plus vieilles, plus expérimenté et plus syndiqué que moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé mon bon sens. Donc, je me suis mis en uniforme. Je suis allé faire la prise de service à 5h55 du matin. J'ai fait les 2 services, 5h55, 13h55, pendant 2 semaines, pour voir toutes les équipes, pour voir sur le terrain exactement ce qui se passait. Donc là, on s'est rendu compte que la direction, de toute façon, ils viennent jamais nous voir et tout. Et on se rend compte qu'au bout d'une demi-heure, en fait, le micro-ondes qui sert à réchauffer les repas sur la guérite sur les quais, il est hors service depuis 6 mois. Donc, en fait, on le remplace, etc. Et en fait, moi, on me dit, en fait, les portiques qui comptent les passagers, si vous avez déjà pris l'Eurostar, vous passez votre billet là-dedans. Et quand ça marche pas, vous allez voir un agent qui vous enregistre. Ça, moi, on me dit, pendant 2 semaines, de toute façon, ces portiques, ils marchent jamais. Ah, c'est emmerdant parce que moi, avant, j'étais au département stratégie et c'est ce qui nous permet de savoir combien il y a de personnes à bord de train et combien on paye en péage à Eurotunnel. Donc, c'est le 2e poste de dépense après la masse salariale. Et donc, ce que j'ai fait, c'est on a mis un tableau dans le bureau. On a dit à l'admin, on vous appelez sur vos radios et vous regardez si elles fonctionnent ou pas. On les numérote. On met un coup de stabilo vert quand ça fonctionne, un coup de stabilo rouge quand ça fonctionne pas. Et je vous distribue tous des clés pour les redémarrer. Donc, je vous donne le pouvoir de dire quand ça marche pas et de réparer. On s'est rendu compte en 2 semaines, donc c'est 2 semaines après, que 12%, il n'y avait que 12% du temps où elle marchait pas. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai dit, non, il y a 88% du temps où ça fonctionne. Et ensuite, on a pris les idées de tout le monde pour changer la maintenance et on est passé à 98% de disponibilité. Et donc, on a cassé le mythe de les portiques, ils fonctionnent.
On n'a pas beaucoup de temps pour prendre les questions. On a vraiment les 5 minutes. On a respecté le timing à 17 secondes près. Voilà, je pense que c'est important de se faire de l'auto-feedback positif. Pour vous demander, vous, c'est qui vos Jean-Michel et c'est qui vos Portic? Tu voulais terminer vite fait ou pas? Est-ce qu'on a le C'est temps? Est-ce qu'on a le temps donc pour des questions-réponses? Malheureusement non, puisqu'on doit laisser la place à la suite. En tout cas, on peut vous poser des questions dehors. Nous, on est au stand G30, c'est Eh écrit ben voilà. ici. Il y a une suggestion très discrète pour nous suivre sur LinkedIn. Rendez-vous sur le stand G30. Venez nous voir avec les amis de Lucas. Et rendez-vous ce printemps pour la sortie du documentaire. Il sera un peu plus long que les quelques extraits que vous avez vus aujourd'hui. Et s'il y a des questions, on les prendra bien volontiers au stand G30, juste derrière vous. Très bien, on va faire une pause. Merci. Merci à tous les deux, merci à tous.